Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Victor Binas, directeur à la Binas Global Dental School. Et l'idée de cette émission, c'est d'échanger sur des sujets qui sont au cœur de votre quotidien dans les cabinets. On va parler management, on va parler communication, on va parler parcours patient par exemple. Et je suis avec Yannick. Salut Victor, j'espère que tu vas bien. Très heureux de te retrouver sur ce magnifique canapé. Donc moi je suis Yannick Binas, directeur du développement au sein de la Binas Global Dental School, et comme tu l'as expliqué, on va essayer de parler des sujets qui touchent votre quotidien, qui animent vos cabinets, et pas que sur la partie clinique, puisque ça, en général, vous vous débrouillez bien sans nous, mais on va essayer de parler de tous les autres aspects. Voilà, alors effectivement en préparant cette émission, il y a un sujet qui est beaucoup remonté, c'est le sujet du parcours patient. On s'est rendu compte qu'on ne savait pas forcément précisément ce que c'était. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, alors, parcours patient, alors c'est vrai que les gens ils savent pas ce que c'est. Ça ne se limite évidemment pas qu'aux soins cliniques, ça en fait partie. Le parcours patient, c'est tout ce qu'on trouve en amont même de la première consultation, typiquement la prise de rendez-vous en ligne, la e-réputation, les avis Google, le site internet, ce qu'on appelle en communication l'empreinte sociale, jusqu'à, donc ça c'est la première étape, et ça va jusqu'à la fin du traitement. C'est-à-dire une fois que notre patient a terminé le traitement, eh bien là, on peut considérer qu'on a établi le parcours patient. Et donc tous les points de contact que le cabinet a, directement ou indirectement, parce que le bouche à oreille, ça fait aussi partie du parcours patient. Tous les points de contact que le cabinet a avec le patient, c'est le fameux parcours patient. Et souvent, c'est malheureusement, sur certains aspects, un peu délaissé. Et concrètement, est-ce qu'un cabinet peut l'anticiper, peut le travailler, peut l'optimiser? Ouais, c'est très important. Moi, je dis toujours aux gens, alors parfois je le dis en rigolant, mais en fait, il y a un vrai fond de vérité, qui, en tant que praticien, praticienne, s'est déjà installé sur son fauteuil, à part pour faire la sieste, mais pour voir ce que voit le patient. Et parfois, nous, on le fait, ça fait partie de notre mission quand on est à la Binas Global Dental School, quand on va dans les cabinets, mettez-vous sur le fauteuil, vous allez voir. Vous allez avoir des vraies surprises, des toiles d'araignée, des chewing-gums qui ont été lancés par des patients qu'on retrouve collés au plafond. Ça fait vraiment partie du parcours patient. Donc, je vous invite, moi, à soit faire votre parcours patient une fois par mois minimum, une fois par mois. Donc, prenez rendez-vous en ligne, appelez, voyez comment ça se passe, venez, installez-vous dans la salle d'attente, installez-vous. Tout ça, c'est le parcours patient. Soit vous le faites vous, Google, Googleisez-vous. ouais. Ça peut être d'ailleurs assez violent, faites gaffe quand vous allez le faire, parce que ça peut être traumatisant si on n'a jamais fait. Ou alors, faites-le faire par un membre de votre famille, un proche, un cousin, une cousine, une tante, parce qu'il aura aussi un autre regard. Donc ça vaut le coup, moi je vous invite à le faire par des amis, de la famille, vous verrez que ça sera très intéressant. Et du coup, l'impact de ce parcours patient sur la vie du cabinet, qu'est-ce que ça peut être? C'est un lien avec l'organisation, avec les rendez-vous, avec... Ça a un lien direct avec toute l'organisation du cabinet. Bon, j'ai une anecdote d'ailleurs à ce sujet, je pense que ça va assez bien illustrer l'importance du parcours patient et l'impact que ça peut avoir sur l'organisation. J'ai donc un praticien qui me contacte et qui me dit, voilà, écoute Yannick, je suis embêté, j'ai fait toutes les formations, les DU en France, à l'étranger, pour me former en implantologie, j'arrive pas à développer l'implantologie dans mon cabinet, je comprends pas où ça pêche. Donc il nous appelle, on vient bien sûr, je vais donc le rencontrer dans son cabinet. Et avant de le rencontrer, j'arrive toujours 5-10 minutes en avance et je m'installe dans la salle d'attente. Bon, comme ça, il finissait sa consultation tranquillement. C'était un tout petit peu avant le Covid. Et donc, je vais dans la salle d'attente et puis à l'époque, il y avait un meuble, là, vous savez, où on mettait les magazines. À l'époque, on trouvait ça, bon, ça existe encore, mais on en trouvait un peu moins. À l'époque, on trouvait les magazines dans un meuble comme ça, qui était posé en salle d'attente. Et donc, je m'assois sur la chaise, et puis à hauteur d'œil, comme ça, de regard, je vois un petit amas de poussière sur le meuble. Bon, ok, déjà, ça, c'est un premier point. Et je m'approche, et je vois écrit comme sur les voitures, au doigt, écrit le mot SALE, S-A-L-E, comme sur une voiture. Tellement, tu sais, les voitures qui ont été abandonnées, qui sont restées pendant des semaines. Bon, et donc là, moi, évidemment, je tombe par terre, je me dis, waouh, c'est chaud et tout. Bon, le praticien vient, et donc il me reçoit dans son bureau de consulte, et puis il me dit, ah Yannick, alors il me réexplique qu'il n'arrive pas à développer l'implantologie et tout ça. Moi j'ai en tête, je n'arrive pas à décrocher ce que j'ai en tête de ce que j'ai vu dans la salle d'attente, du salle, et il me parle, et puis je lui dis, écoutez docteur, je suis désolé, venez avec moi. Et donc je le prends avec moi dans la salle d'attente, et je l'amène, et je lui dis, venez. Il rentre, il regarde, il tombe par terre, je me dis, mais c'est pas possible. Et je lui dis, mais docteur, mettez-vous 2 minutes à la place du patient. Est-ce que vous imaginez un instant un patient vouloir se faire soigner chez vous, dans un cabinet où, même si le cabinet peut-être par ailleurs est très propre, mais là, il a l'image d'un cabinet qui n'est pas
bien entretenu, qui n'est pas propre. Donc, dans l'esprit du patient, c'est impossible de faire une chirurgie, de faire un acte qui est aussi anxiogène pour le patient qu'un implant dans sa tête. Et donc là, bah, évidemment, il comprend. Et tout ça, pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Ce praticien-là, j'en reviens au parcours patient, il n'a jamais mis les pieds dans sa salle d'attente. Il se cantonnait à rester au bord de la porte, là, sur le pas de la porte, en appelant les patients, mais il n'était jamais rentré depuis des mois et des mois dans cette salle d'attente. Lui, il faisait confiance à l'assistante ou à la femme de ménage qui peut-être assure le ménage, mais a été un peu négligente. Donc l'importance du parcours patient, c'est fondamental. Et on voit à travers cet exemple que ça a des ramifications, pas que simplement sur ah mince, il a pris rendez-vous, il n'a pas réussi, machin. Non, non. C'est même sur l'impact que ça a sur l'organisation ou l'acceptation des plans de traitement, par exemple. Ça joue forcément sur le bouche à oreille à un moment donné. Et est-ce que ça peut faire le lien aussi avec peut-être les rendez-vous manqués c'est un autre sujet qui revient très souvent, évidemment. C'est un peu le fléau dans les cabinets en ce moment. Est-ce que justement le fait d'avoir ce parcours patient qui n'est pas forcément optimal peut avoir par ricochet des impacts sur l'agenda? Ah ben ouais, mais c'est 100% vrai. On entend souvent les praticiens ou les équipes en ce moment, et c'est ce que tu dis, c'est très juste, se plaindre du nombre de rendez-vous manqués. Alors, principalement sur les patients en première consulte. On entend ça beaucoup dans les grandes villes. Alors, dans les zones rurales ou un peu plus reculées, bon, c'est un peu moins fréquent, mais dans les grandes villes, on dit, ouais, j'ai tel patient qui a loupé. Et pareil, le parcours patient, il a un impact. Alors déjà, il faut s'assurer que c'est facile de prendre rendez-vous. Parce que nous, en pensant qu'on est sur Internet, sur certains sites de prise de rendez-vous en ligne, on va pouvoir prendre rendez-vous facilement. Parfois, il y a des bugs, donc le vérifier. Parfois, on pense qu'au secrétariat, on répond, moi, je peux vous faire le test, appelez-vous au cabinet. Vous verrez que parfois, bah, le cabinet, on ne sait pas pourquoi il y a un problème avec la ligne, on appelle, ça répond pas. Donc, il y a plein de raisons. Faites le parcours patient. Et je vais illustrer avec une autre histoire parce que je suis obligé et je pense que c'est ça qui va marquer un peu les esprits et qui vous fera, j'espère, prendre conscience que c'est important de travailler ce parcours patient. Un jour, je vais dans un cabinet à Paris, donc un cabinet qui est sur une grande place dans un arrondissement de Paris. Je vais pour un rendez-vous. J'arrive à l'heure, évidemment, enfin comme d'habitude, 5-10 minutes avant. Je me rends à l'adresse indiquée sur Google, en l'occurrence, et puis je trouve pas. J'arrive, je passe une fois, 2 fois, 3 fois, je trouve pas. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai dû louper quelque chose, je revérifie, non, je trouve pas. J'appelle au cabinet, je tombe sur l'assistante ou la secrétaire, je sais plus, et la secrétaire me dit, ah, monsieur Binas, où vous êtes, et tout ça. Je dis, bah, écoutez, je sais pas, on va dire Martine, écoutez, Martine, je suis à côté, mais je vois pas. Je trouve pas la porte. Et là, elle me répond, ah, vous aussi. Et là, le vous aussi, il me fait pareil. Comme le sale de tout à l'heure, il me fait tilt. Je dis, mais comment ça, vous aussi? Ça veut dire que ça ne m'arrive pas qu'à moi. C'est pas la première fois. Et en fait, il s'avère que ce cabinet-là, apparemment, les patients avaient du mal à le trouver. Parce qu'il était coincé entre 2 grandes enseignes et qu'on le voyait pas bien. Et le vous aussi, il m'a fait dire, mais attends, si elle le fait systématiquement, moi, j'appelle, c'est mon client, j'appelle. Combien il y a de patients qui n'appellent pas et qui ne se présentent pas à la première consulte parce qu'ils n'ont pas trouvé la porte. Donc, le parcours patient, il a un lien, évidemment, avec les rendez-vous manqués. Par exemple, donc moi, quand les gens me disent « Ouais, les rendez-vous manqués, il y en a marre », alors évidemment, c'est un fléau. Et que les patients, ils sont un peu plus consommateurs et tout ça. Mais si en plus, on donne le bâton pour se faire battre et qu'on leur laisse un accès pas évident, qu'on leur... je sais pas moi, qu'il y a des travaux, on prévient pas qu'il y a des travaux, le code a changé, exactement. Prévenez les patients, anticipez. Donc, en l'occurrence, dans ce cabinet-là, bah, moi, je leur ai dit, bah, écoutez, maintenant, en systématique, vous prévenez les patients, vous leur faites un mail quand ils prennent rendez-vous en disant, bah, la porte du cabinet se trouve entre telle enseigne et telle enseigne. Voilà, et puis vous réglez le problème. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On ne va pas imaginer que sur les mêmes problématiques, ça va se résoudre du jour au lendemain. Si tu ne prends pas à bras le corps le sujet, à un moment donné, tu vas avoir tout le temps les mêmes problématiques. Et justement, le côté passer du réactif au proactif, c'est ça qui, je trouvais pas évident. Oui, et moi, j'ai une règle qu'on applique chez nous en général. Quand un problème se produit plusieurs fois avec des patients différents, le même problème plusieurs fois avec des patients différents, c'est que le problème, il vient pas des patients. Le problème, il vient de moi. Ou du cabinet. Et il faut être capable de s'en mettre en cause. Ah, c'est le changement. C'est la remise en question. C'est accepter que peut-être on fait quelque chose qui n'est pas forcément mal fait, mais qui peut être mieux fait. Et d'ailleurs, il y a un vrai sujet par rapport à ça. Des fois, il y a des choses qui marchaient il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui aujourd'hui ne marchent plus. Il faut accepter de changer. Alors,
on est aussi dans un secteur, dans une profession où on a du mal à mettre en place ce changement-là parce qu'on se dit mais attends, ça marchait il y a 10 ans. Pourquoi ça marche plus aujourd'hui? Mais c'est aussi surtout que peut-être que le process, le protocole a été mis en place, c'est qu'à un moment donné, il se délite. Et ce qui marchait, ce qui était appliqué régulièrement, au fur et à mesure, tu lâches en fait, toi ou l'équipe, et puis au final, ça a un impact sur le process en tant que tel. Regarde, le meilleur exemple, c'est l'avènement des mutuelles. Tu vois, par exemple, les patients, aujourd'hui, ils raisonnent mutuelles, qu'on le veuille ou non. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut présenter des plans de traitement 100% pris en charge par les mutuelles? C'est pas le débat. Mais les patients, dans leur tête, ils raisonnent mutuelles. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas dans la vie des patients. Or, il y a des cabinets qui, parce qu'il y a 10-15 ans, ils étaient sur des heures de gloire où les patients y venaient, ça tombait tout seul, ils continuent comme ça. Mais aujourd'hui, même les ministres, ils ont des mutuelles. Pourquoi on fait comme si ça n'existait pas? Donc on peut pas. Alors après, ça ne veut pas dire à l'inverse qu'il faut basculer dans quelque chose où on ne fait que ça. Mais il faut en tenir compte. Ça fait partie maintenant de l'équation. Le système, il évolue. Et comment tu te tiens au courant de ces problématiques-là à faire évoluer? Est-ce que, en interne, comment est-ce que tu partages l'information? Comment est-ce que tu changes, en fait? Amorcer le changement, c'est quand même le plus dur. Enfin, nous, on le voit avec les cabinets qu'on accompagne. C'est pas magique, hein. Donc, si on pense qu'en 2 semaines, on va régler un problème qu'on a depuis 15 ans, Non, ça, c'est un peu erroné. ça c'est chaud. Et je vais même te dire mieux que ça. Parfois, et c'est valable pas que dans les cabinets dentaires, hein. Vous trouvez sur Internet plein de coachs qui vous disent « Ouais, en 30 jours, révolutionne ta pratique. » Non, fuyez ces gens-là. La baguette magique, elle n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas vrai. Le changement, c'est un long process. Tu connais notre pédagogie, c'est les 4 P. Les petits progrès permanents et progressifs. C'est les 4 P. C'est pas révolutionne tout et repart à zéro. Ça marche pas. Tu fais ça, moi je suis très cash, hein, parce qu'on l'a vécu. Ton assistante, elle va partir, tu vas divorcer et tes patients, ils vont fuir. C'est mécanique, parce qu'en fait, tu vas changer radicalement de personnalité. Pourquoi? Pour un gain hypothétique qui est surtout un lièvre qu'on va courir pendant des années et qui est surtout très anxiogène. Non, donc il faut amorcer un changement en profondeur. Et là où tu as raison, c'est que la résistance, la réticence au changement, chez l'être humain en général, et peut-être un peu plus chez les dentistes, je sais pas, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Ouais. Et du coup, en fait, ça remet en question le sujet global du chef d'entreprise, du dentiste qui est aussi chef d'entreprise. C'est du long terme. Donc en fait, c'est du long terme, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Mais d'ailleurs, tu disais 2 choses intéressantes. Après, je t'ai une anecdote sur le marathon. Mais tu disais un truc intéressant, c'est comment on se tient au courant. Il faut, en fait, le cabinet, c'est une entreprise libérale de santé, mais ça reste une entreprise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme tout chef d'entreprise, il faut se tenir au courant de ce qui se passe. Il faut suivre les évolutions. Il faut surtout écouter vos patients. Et les patients, c'est des mines d'or. Alors, évidemment, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais il y a quand même des infos que les patients font remonter. Si on en tient compte, on peut faire des réglages, hein. Il faut accepter de faire ces réglages. Alors, évidemment, tu as raison, c'est là où je veux te faire l'exemple. Alors, je le prends tout le temps, cet exemple, mais pour moi, il est très vrai. Quand je dis le cabinet, c'est un marathon, pas un sprint. Le changement, c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps. Et en fait, souvent, on se rend compte d'un bug. On dit, ah purée, là, j'ai un problème sur les rendez-vous manqués, comme on en parlait tout à l'heure. On se rend compte qu'il y a un problème. Souvent, les praticiens, ils sont très pressés, ils veulent changer tout de suite. Allez, Binas, il a dit, on va envoyer un mail pour informer d'où se trouve la porte. OK, ça va être une solution. Mais c'est pas ça qui va révolutionner ta pratique. Par contre, si tu le vois comme un marathon, tu verras que tu vas aborder les choses différemment. Et là, je te donne l'exemple, c'est du marathonien qui est sur le bord de la ligne de départ. Et en fait, au moment de partir, il baisse la tête, il se rend compte que son lacet est défait. Manque de peau. Alors, il a 2 options. Soit il se comporte comme quelqu'un qui voit pas le marathon comme un marathon, mais qui voit le marathon comme un sprint, et il trace comme un taré, et moyennant quoi, il va courir les jambes écartées, alors il va avoir du mal, et il risque de mettre beaucoup plus de temps que prévu, et donc arriver certainement dans les derniers. Soit il accepte, il prend le temps, il accepte de changer, il se baisse, il refait son lacet, il change la roue, et il repart. Et là, il va y arriver et il va peut-être même gagner le marathon. Et en fait, le changement, c'est vraiment ça. Accepter de prendre du temps. Donc là aussi, on rejoint un sujet, c'est prendre le temps, pas au fauteuil. Donc pas forcément productif. En tout cas, pas productif au sens où la plupart des gens l'entendent. Ouais, il faut souvent ça, productivisme, productivité, efficacité. À un moment donné, il faut produire, mais pour répondre à ses objectifs et en gardant quand même
le lien avec le métier de départ, c'est-à-dire le soin. Donc il faut pas, au détriment du soin, produire. À un moment donné, l'impact, encore une fois, sur le parcours patient Bien sûr. et sur l'image, il est dramatique. Il est dramatique. Le productivisme, c'est l'ennemi des dentistes. Les gens, ils confondent productivité et productivisme. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un concept qui est fondamental chez nous, c'est le temps improductif investi, c'est-à-dire accepter de prendre du temps qui n'est pas au fauteuil, c'est obligatoire. C'est le TI carré. C'est un concept qui existe chez nous depuis des années. Donc, temps improductif investi. TI carré. C'est du temps où on n'est pas au fauteuil. Donc, concrètement, on ne produit pas. Mais c'est du temps sur lequel on va, par exemple, réfléchir à des sujets qu'il faut faire évoluer, des réunions, à des plans de traitement, à tout ça, c'est des temps, même certains temps d'échange avec certains patients, c'est du temps qu'il faut accepter de prendre. Et les praticiens ont beaucoup de mal avec ça. En fait, la notion de productivité et de productivisme, elle est vraiment fondamentale. Le productivisme, ça mène à quoi? Ça mène à un stress maximal chez les praticiens. Tu sais, le productivisme, c'est des praticiens qui regardent leur chiffre d'affaires toutes les 5 minutes, toutes les heures, toutes les 2 heures, et qui ont l'impression de perdre 15 € s'ils vont faire pipi à 10 heures. Ça, c'est le productivisme. La productivité, c'est autre chose. C'est un concept beaucoup plus global, et d'ailleurs, moi, je déconseille absolument de regarder les chiffres tous les jours. C'est le truc le plus anxiogène que j'ai jamais vu de ma vie. Et il y en a plein qui le font. Il y a même des coachs qui conseillent ça, mais ça, c'est une aberration, parce qu'en fait, ça vous fout la boule au ventre, parce que quand tu fais pas ton chiffre, quoi, t'as raté ta vie? Donc non, il faut raisonner beaucoup plus global. Et ça, c'est la productivité. Et du coup, cette productivité, tu peux aussi l'optimiser, j'imagine, au fauteuil, mais pas que. Ah bah, il faut l'optimiser au fauteuil, avec évidemment, par exemple, le travail à 4 mains, le travail sur 2 fauteuils, sans faire de vous un robot dentiste. Les gens se trompent. C'est quoi un robot dentiste? Le robot dentiste, c'est un praticien qui voit 25-30 patients par jour et qui a l'impression que plus il voit de monde, plus il est productif, alors que c'est l'inverse, totalement, en omnipratique. En orthodontie, c'est autre chose. En omnipratique, moins je vois de patients, mieux je me porte et plus je suis efficace et productif. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Pour les orthos, c'est autre chose, parce que c'est un métier plus lié au volume. Mais un praticien robot-dentiste, c'est quelqu'un qui est là, qui produit, qui s'arrête pas, qui est tête baissée, qui lève jamais la tête, qui a la tête dans le guidon. Or, il faut réussir à prendre ce recul-là, comme on l'a dit. Et ça, donc, il y a des outils, il y a des éléments à la fois cliniques ou paracliniques, au fauteuil, comme je disais, le travail à 4 mains ou le travail sur 2 fauteuils, mais pas pour voir plus de patients, donc pour les voir différemment. Et puis après, vous avez tout ce qui est en lien avec l'organisation, tout ce qu'on peut déléguer légalement, qui va vous faire gagner du temps en efficacité et en productivité. Et du coup, cette partie-là qui est attribuée à l'équipe en tant que telle, ça aussi, c'est un sujet qui revient tout le temps. C'est je le fais moi-même parce que je vais plus vite. Ouais. Ça, c'est la classique. C'est classique, ouais. C'est classique. C'est parce qu'on n'a pas, en fait, la peur de déléguer, et elle est paralysante. Moyennant quoi, on se retrouve à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Le meilleur exemple, c'est la prise de rendez-vous. Je reviens encore sur les plannings. Combien j'ai de praticiens qui me disent « Ah ouais, mais moi, je donne les rendez-vous à la fin des séances. Pourquoi? Parce que je vais plus vite que mon assistante. Elle connaît pas, elle sait pas calibrer les rendez-vous, elle sait pas faire. » Mais attends, elle sait pas faire parce que tu lui as pas appris. Pas parce qu'elle sait pas faire. Et vous croyez que ça prend 2 minutes. Moi, je vous invite, vous savez quoi? À vous chronométrer. Là, pour le coup, je vous invite à vous chronométrer, pas pour être, encore une fois, un robot dentiste, pour voir le temps que ça représente à la fin de chaque séance, pour vous, praticiens, de prendre un rendez-vous avec votre patient. Si vous me dites 1-2 minutes, c'est pas vrai. Chacun doit regarder son planning. Ah oui, non, je dois vérifier. C'est 5 minutes au bas mot, à chaque fois. Donc, déléguer cette tâche, puisque c'est aussi un des rôles de l'assistante. Par contre, vous devez la former. Et ça, c'est le TI carré, encore une fois. Ah ben c'est le oui, alors là, c'est 1 heure avec son assistante pour lui expliquer comment faire. Exactement. Faites une réunion, établissez une fiche de poste, établissez ce que vous voulez, un process, et prenez du temps avec elle. Mais la délégation... je jette le bébé. Déléguer, c'est pas se décharger. Ouais. Exactement. Et ça, les dentistes, on aime un peu ça. Et après, on grogne. On dit, mais je comprends pas, elle le fait pas bien. Mais elle le fait pas bien parce que tu lui as ni formé, ni donné les moyens pour y arriver. Eh ben, merci Yannick pour toutes ces anecdotes. On a bien rigolé. Et on a appris pas mal de choses, j'espère en tout cas. On se retrouve dans un prochain épisode pour parler encore de sujets qui concernent vos cabinets, votre quotidien et l'actualité du secteur. À bientôt. Eh bien, merci Victor, c'était très sympa ce petit moment d'échange. Alors j'ai volontairement utilisé des anecdotes et illustré un petit peu, mais avec des moments que j'ai vécu dans vos cabinets ou que vous nous relatez, donc pour vous dire que c'est la vraie vie et que ça fait partie intégrante de vos cabinets. Alors on vous dit à très vite pour un prochain épisode.